Bonsoir Romain, bienvenue sur le plateau de l'EDG. Salut tout le monde. Il me plaît bien le thème de ce soir, encore plus que d'hab. Oui, mais j'ai quand même mal au cœur, Greg. Oh non, petit chat. Bah oui. Oh bah non, mais on sait ce que c'est en tant que supporter de voir son équipe prendre des buts à la dernière minute. Donc je me mets un petit peu à la place des supporters marseillais. Et c'est dur en ce moment parce que l'OM a encore lâché des points dans le temps additionnel. Il y avait 2-0 à la 70e contre Strasbourg. Il y a eu 2-2 à la fin du match. Et c'est une constante, le temps additionnel. C'est le drame olympien de la saison. Mais évidemment, les Phocéens ne sont pas les seuls à craquer en fin de rencontre. Mais en tout cas, on va partir de leur exemple pour vous montrer pourquoi ce temps additionnel. C'est un autre match qui commence. Ce ne sont que quelques minutes en plus, mais le ressenti, c'est souvent une éternité. Alors vous avez commencé à l'effleurer, mais dans le cas de l'OM, la maladie est grave cette saison. Oui, à ce niveau-là, ça en devient presque caricatural quand même. Il y a une statistique qui n'arrête pas de ressortir d'ailleurs depuis ce week-end. En Ligue 1, les Marseillais ont déjà concédé 7 buts après la 90e minute de jeu. Seul Leeds fait pire dans les 5 grands championnats européens cette saison. Et selon Opta, le record sur un même exercice, c'est 9. C'était Metz en 2016-2017. Bon, en tout cas, Amine Gouiri, il est un peu désarmé face à cette situation. C'est difficile de l'expliquer parce que ça se répète. On mène 2-0, 15 minutes de la fin, on a été solide. Et après, on prend ce penalty à la fin. C'est frustrant et peut-être c'est mental, c'est une question d'attitude. Je pense qu'il faut être plus vicieux, comme j'ai dit, plus vicieux. Je pense faire la faute au bon moment, au départ de l'action. Mais quand ça se répète, c'est difficile à l'expliquer. Bon, pourtant, ce serait quand même bien de la trouver, cette explication, parce que la situation, elle est en train de coûter très très cher à l'Olympique de Marseille. Avec Arthur Girand et Baptiste Vautier, on a regardé le classement de Ligue 1 à l'heure actuelle. L'OM est 4e avec 40 points. Mais si on refait le classement en arrêtant les scores de tous les matchs à la 90e minute, c'est pas la même chose. L'OM serait 3e avec 7 points de plus et surtout à la lutte avec Lens et le PSG pour le titre. Alors on a appelé Philippe Inchberger, pas loin des 30 ans passés sur les bancs. Et pour lui, c'est clair, les joueurs ont un comportement différent dans le temps additionnel. L'expression avoir peur, c'est exactement ça, parce que je pense que dans le temps additionnel, l'aspect mental et psychologique prend le dessus, c'est indéniable. Quand tu mènes, je veux dire, 1-0, 2-1, on t'annonce 3, 4, 5 minutes de temps additionnel, c'est quoi le réflexe? Premier réflexe, c'est pas forcément de te dire on va aller marquer le troisième, mais ça va être de dire maintenant il faut qu'on bosse tous pour garder le résultat. Donc tu es là, finalement, t'en oublies peut-être d'attaquer, tu te regroupes devant tes buts, tu laisses l'adversaire arriver, et finalement, ce que tu n'as pas fait pendant peut-être 90 minutes, tu le fais à ce moment-là. Alors si on a appelé Philippe, c'est pas un hasard, c'est parce que c'est lui qui était sur le banc de Metz en 2016-2017 avec ce triste record. On lui a demandé en fait est-ce qu'il avait une explication. Il nous a répondu on s'est maintenu alors qu'on était promu. Bon, finalement, c'est vrai, c'est factuel. C'est factuel. Mais alors ce changement d'état d'esprit, c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire. Et oui, parce que théoriquement, c'est pas un autre match, c'est juste la suite du match qui vient de se dérouler. Sauf que c'est naturel, souvent inconscient, même dans le cas où on doit défendre un score, on a un réflexe défensif, le bloc derrière, on est à 11, on défend. Mais ça peut faire pire que mieux. L'exemple le plus frappant, évidemment, c'est la remontada Barcelone-PSG avec des Parisiens qui ont complètement arrêté de jouer dans les dernières minutes. La fameuse statistique des 4 passes réussies seulement après la 85e minute, dont 3 sur les engagements. Et pourtant, pour les coachs, c'est pas faute de dire à leurs joueurs, justement, de ne pas bétonner. On a envie de leur dire de continuer à attaquer, on a envie de leur dire de continuer à presser haut, alors que c'est tout l'inverse qui se fait. Après, tu as aussi envie de te dire, on va dire que si on est tous derrière le ballon, on a peut-être moins de chances de prendre un but. Donc de temps en temps aussi, quand tu as attaqué, je sais pas, il y a une frappe à côté, il reste 3 minutes, tu as envie de hurler sur tes attaquants pour que ce soit quand même les premiers joueurs à se replacer, ce que tu faisais pas forcément avant, où tu restais peut-être beaucoup plus haut sur le terrain. Alors souvent on dit effectivement il ne faut pas reculer, les techniciens disent il ne faut pas reculer. Le problème c'est qu'on a contacté Denis Troche, ancien entraîneur, qui est aujourd'hui préparateur mental et on a vraiment un problème. Non mais si je vous dis ne reculez pas, vous retenez essentiellement reculer. Le cerveau il a cette capacité de retenir que les verbes et éviter les négations. Donc chaque fois que vous lui dites ne pas abandonner, ne pas reculer, lui il entend reculer et abandonner. Donc c'est pas forcément les bons mots. Alors dans le cas de l'OM, le contexte qu'on a évoqué là joue forcément. Déjà, ça dure depuis le début de saison, ce problème. Donc la confiance s'érode, les joueurs savent que ça existe, et puis ils ont d'autant plus peur, donc c'est un cercle vicieux. Et puis ils sont pas aidés en ce moment. On a listé tout ce qui s'est passé depuis moins d'un mois à Marseille, les 2 claques et l'élimination en Ligue des Champions, les nuls contre le PFC et Strasbourg, l'humiliation face à Paris, et bien sûr les départs de Roberto De Zerbi et Mehdi Benassia. Ça fait beaucoup pour les joueurs. Maxence Flachez, ancien pro, passé à Lyon et Sochaux notamment,
notamment, lui, il estime que ce genre de problème dans le temps additionnel, c'est surtout collectif, mais il y a aussi, évidemment, l'environnement qui est un facteur déterminant. C'est le contexte. Le contexte qui crée ça. Je pense que quand on est sur une dynamique très positive, quelque part, on n'y pense pas. Quand on est dans une dynamique un peu moins positive, des fois, il y a trop de réflexion, quoi. Trop de réflexion de la part des joueurs sur le terrain. Et je pense que le psychologique est énorme là-dessus. On peut dire ce qu'on veut, mais le mental, c'est 70%, quoi. Et là aussi, évidemment, c'est un cercle vicieux parce que si vous tremblez, eh bien évidemment, l'équipe d'en face le voit, elle était déjà probablement en train de pousser et ça lui donne encore plus envie de pousser. Maxence Flachez, pardon, de nouveau. Même si on veut des fois faire les choses, il faut bien penser qu'il y a un adversaire aussi qui est là. Moi, ce que je peux retenir, en tout cas de ma carrière, c'est que dès l'instant où on laissait un espace à l'adversaire pour prendre l'ascendant psychologique, il le prenait. Alors parlons-en de cet avantage psychologique en fin de match. Certaines équipes sont ou étaient de grandes spécialistes. Oui, parce que depuis tout à l'heure, on parle du fait d'avoir peur et de devoir défendre un score. Mais le temps additionnel, c'est aussi un autre match qui commence pour les grands fauves, pour les grands joueurs, pour les grands moments, pour les grandes victoires. Et là, on parle évidemment du Fergie Time de Manchester United, de Sir Alex Ferguson, qui avait la réputation de souvent forcer la décision dans les derniers instants. Et l'Écossais, justement, eh bien, il en jouait beaucoup même avec le légendaire coup d'œil sur la montre. Because other teams started to be frightened of it as well. Definitely. That's why I used to go with my watch. I never looked at my watch. Honestly, I didn't know how many minutes, but it gets across to the opponents and the referee. It's just a little trick. The last 10, 15 minutes a game, more in particular Old Trafford. At half-time, we always stress, don't panic, be patient, wait. And in the last 15 minutes, you can do what you like. I'm a gambler. Shove bodies up front. Take the gamble. And the value, when it does work, is enormous. Bon, du coup, ils ont fait mal à beaucoup d'équipes, évidemment, les Mancuniens. Mais la question qui se pose pour les équipes qui n'arrivent pas à gérer les fins de match, c'est comment régler ça? La réponse de Denis Troche, notre préparateur mental. Il faut amener le cerveau de chacune des personnes qui est sur le terrain et en dehors du terrain à autre chose qu'à prendre un but. Donc on fait ce qu'on appelle des switches, c'est remplir son cerveau dans ces moments-là d'informations qui sont des informations positives et qui nous ont permis de réussir. Pour éviter de laisser la place dans ces derniers instants à une situation de stress qui va exacerber ce stress et gangréner le système, donc gangréner une personne, deux personnes, voire l'équipe en totalité. Donc je résume, plutôt que de penser au fait on est en fin de match, j'ai peur, je vais prendre un but, il faut réussir à se dire grosso modo on n'en a pas pris pendant 90 minutes, on a fait comme ça, il faut continuer de faire comme ça. En gros, c'est la performance au-dessus de la peur, évidemment. C'est plus facile à dire qu'à faire. Sinon, il y a une autre solution, Denis Troche l'a expérimenté quand il était entraîneur à Amiens. On était dominé par l'équipe adverse, on menait 1-0. Et en fin de match, on savait que dans les 10 dernières minutes, on allait prendre un but. C'était une grande évidence. Et dans la dernière minute, l'arbitre siffle un coup franc à la hauteur des 20 mètres. Et je ne sais pas pourquoi, je suis rentré sur le terrain. Je suis allé jusqu'aux 16 mètres, saluer l'arbitre pour le remercier pour la belle prestation qu'il y avait eu et que le fait que l'on soit content d'avoir gagné. Et l'arbitre me voit arriver, me dit « Mais monsieur Troche, qu'est-ce que vous faites là ?» Je dis « Le match n'est pas terminé. » Il me dit « Mais non, le match n'est pas terminé, il reste encore les arrêts de jeu. » Et là, ça a tout changé. C'est-à-dire que l'arbitre, les joueurs, toute la dynamique, toute l'euphorie adverse était tombée sur cet instant-là. Le joueur a tiré au-dessus du but et le match s'est terminé là. Il y a eu un micro-choc émotionnel qui a fait que cette pression a pu tomber et la dynamique a pu changer. Bon, c'est quand même un peu extrême. Si Pancho Bardonado, il fait ça à chaque match dans le temps additionnel, ça va être un petit peu chiant quand même à la fin. Bref, c'est très difficile à gérer ce temps additionnel. C'est un match dans le match, évidemment, plus important que jamais par son caractère urgent. Mais c'est aussi là où on voit les grands joueurs et les grandes équipes. Merci Romain, merci Arthur Giron et Baptiste Vautier qui vous ont aidé. Ben, je vais vous voir en premier. Est-ce que vous aviez les chocottes quand le temps additionnel arrivait? Non mais je veux dire, je prends un exemple tout bête. Je ne sais pas si c'est arrivé, vous allez me dire. Quand vous jouiez avec Séville contre le Real ou le Barça, par exemple, et que vous teniez un 0-0, 1-0, que vous meniez, ce qui n'a pas toujours été le cas, ou que vous teniez un point, est-ce qu'inconsciemment, on recule et on se dit, Messi va me faire un truc, Ronaldo va me faire un truc? On peut effectivement penser à ça, mais j'ai eu de la chance dans ma carrière d'être avec des joueurs autour de moi qui étaient des vrais leaders, des vrais tauliers. Et je me souviens même à Bordeaux, en Champions League, où on fait quand même une belle épopée, où il y a des moments où c'était compliqué. Il y avait des mecs comme Souleymane Diawara, Alou Diarra. Alou Diarra, c'était vraiment, c'était vraiment le capitaine, c'était vraiment le taulier. Il y avait Fernando Menegazzo, il y avait même Marwan aussi de temps en temps qui venait. C'est vrai que quand on y repense, c'est des leaders. On avait des vrais tauliers. Et c'est vrai que quand on commençait à prendre le bouillon, ces mecs-là disaient « Oh les gars,
on a confiance en nous, on continue à jouer. Et puis si on est un peu en difficulté, on balance sur Marouane. C'est un peu comme ça qu'on gère. Et à Séville, pareil. On avait des gros tauliers dans l'axe. Il y avait Daniel Carriço qui est un Portugais, gros taulier. Il y avait Beto dans les cages, le gardien, pareil. Gros taulier. On avait Stéphane Bia, Krikoviak au milieu aussi qui envoyait du bois. Donc on était quand même assez protégés. Et c'est vrai que j'ai jamais trop ressenti cette peur avec ces équipes-là. Mais c'est vrai qu'il y a une partie de ma carrière où on l'a un petit peu ressenti quand avec Jean Tigana ça se passait pas très bien, que techniquement on est moins bien, on n'arrive pas à gagner des matchs, que ça tourne en votre défaveur à chaque fois. Que tactiquement on est moins bien aussi. Forcément, effectivement, inconsciemment, on pense un petit peu à tout ça, ça peut tergiverser dans la tête et ça peut amener des erreurs. Moi j'aime bien Ambre quand le speaker d'un stade vous dit, et je dis pas ça parce que je l'ai fait des années, temps additionnel, 3 minutes minimum, 4 minutes. Et quand il annonce un 5 ou 6 et que vous courez après un score ou après une égalisation ou pour gagner, ça donne un supplément d'âme, de motivation. Alors après, c'est à l'autre de savoir truquer. Il y a des équipes qui font ça très bien. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est la dernière partie du match qui est différente du reste. C'est là où on sonde l'instinct de survie des deux équipes, de savoir celle qui sera dans le refus de la contre-performance ou pas. Ces ultimes secondes où il n'y a que la tête et les jambes qui vont compter, et savoir qui a encore un brin de lucidité, qui a encore cet esprit... la tête ou les jambes, parce que ça compte c'est tout la le tête monde, et les jambes, parce que je pense qu'il y a une dimension, une vraie dimension athlétique, notamment les joueurs qui sortent de banc, et c'est eux qui peuvent faire la différence. Et je pense que ce qui domine tout, c'est évidemment la tête. Je parle de la lucidité, de ceux qui arrivent à garder la tête froide dans ces moments-là. Et il y a le contre-exemple parfait, finalement, de ce pourquoi, de ce dont vous parlez, de cette espèce de crise de confiance qui crée un descendant psychologique, c'est quand l'ascendant psychologique, c'est le Paris Saint-Germain cette saison. Parce que peut-être que l'OM, par exemple, perd 9 matchs dans le temps additionnel. Le Paris Saint-Germain, c'est 8 matchs qui sont gagnés dans le temps additionnel. C'est l'exact contraire, évidemment incarné par le symbole Gonzalo Ramos. Mais ça montre l'ascendant psychologique d'une équipe qui refuse de perdre dans ces minutes-là, et c'est ô combien précieux dans une saison. Et il y a des équipes qui ont gagné des titres grâce à cela. Alors tout à l'heure, Romain nous a parlé du Fergie Time, mais il y a un exemple qui est très très récent, c'est celui du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, il y a 2 saisons, qui finalement a peut-être remporté son titre de Bundesliga, et d'autres matchs dans ce Fergie Time, dans ce Money Time. Le Bayer version Xabi Alonso avait marqué 16 buts dans le temps additionnel en une saison, et donc 11 d'entre eux ont eu une incidence sur le résultat. Soit ils avaient réussi à arracher un match nul, soit ils avaient réussi à arracher la victoire. Mais ils avaient arraché leur invincibilité, je crois, en Bundesliga, pareil, à la 84e. Plein de fois. Exactement, il y a eu beaucoup de nuls comme ça. Merci, un très bon exemple. Jeannot, vous avez commenté des dizaines de buts dans le temps additionnel. Karim, vous avez animé de nombreux multiplex, vous en avez pris en pleine tronche à la 95e régulièrement. Est-ce que tous les deux, commence celui qui veut, ça fait partie des moments que vous aimez le plus, des souvenirs importants? Est-ce que c'est quelque chose qui vous passionne plus qu'autre chose, Jeannot? Oui, parce qu'on se rend compte, et ce que tu disais tout à l'heure, c'est le côté micro et le brouhaha dans les tribunes en disant 7-8 minutes supplémentaires, c'est pas fini, il peut se passer quelque chose. Et oui. C'est de l'inconscient, normalement, à 90, c'est fini. C'est ce que disent les joueurs, ce que Denis Frochet. Là, il y a une chape de plomb. Dans l'état d'esprit du commentateur, ça commence un tout petit peu plus tôt. C'est-à-dire juste avant de connaître ce temps additionnel, c'est-à-dire à la 85e, 86e, où on sait qu'il va rester quelques minutes à jouer, mais que derrière, on va nous en rajouter. Et souvenez-vous, au Qatar, on en a rajouté beaucoup en plus du temps additionnel. Et c'est vrai que ça donnait le sentiment qu'il pouvait effectivement se passer quelque chose. Et pour nous, en tout cas, moi, personnellement, ça me rajoutait un petit peu d'adrénaline, quoi. Et c'était la manière de tenir en haleine l'auditeur en lui disant attention, il peut vraiment se passer quelque chose. Il peut vraiment y avoir une réaction. Et quand on le voit, notamment sur l'Olympique de Marseille cette saison, c'est juste incroyable, quoi. Sur les 2 partout qu'ils font. Mais c'était du 2-2-0, n'oubliez pas. C'est pas du 2-1. Oui, ça, c'était le Paris FC et Strasbourg. Mais ils sont aussi... Toulouse et Angers qui sont revenus dans la dernière minute. Dans la dernière minute, ils reviennent, ils mènent au score et ils sont à voir. À Rennes, la défaite, la première défaite qu'ils ont, elle est à la 92e minute. Donc c'est 10 points en tout pour l'Olympique de Marseille. Donc pour ce qui est de la dramaturgie, oui, ça représente quelque chose de très fort, même si, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le côté prolongation, parce que ça rajoute encore un peu plus. Moi, j'aime bien les tirs au but. Et j'allais y venir, et d'aller jusqu'au tir au but. Et là, la finale de la Coupe du Monde 2022, c'est juste le moment parfait. C'était parfait jusqu'à la fin, quoi. Oui. C'est du classe, dans un sens ou dans un autre. Côté PSG, avec le Money Time ou le Fergie Time, époque Manchester,
derrière et Marseille qui prend ces buts-là, rien n'est dû au hasard. Ce n'est pas une coïncidence. Ouais, et quand vous voyez l'attitude, par exemple, on va rester sur Marseille, l'attitude de Pavard au Trophée des Champions ou dans ce match-là, sur l'avant-dernière occasion de Strasbourg, à faire comme ça face aux tribunes parce qu'il a fait un dégagement très loin de sa cage. Non, je suis désolé, vous êtes champion du monde, vous avez joué dans les plus grands clubs et je n'incrimine pas Pavard, c'est pas forcément lui qui est sur le marquage. C'est l'exemple. Voilà, mais même dans la tête des joueurs, qu'est-ce qui passe par la tête de Pavard à ce moment-là pour faire une sorte de célébration comme si c'était un but. C'est la 93e minute, tu mènes 2-1, tu dois rester serein. Tu dois rester serein et ne même pas essayer de faire comprendre que c'est terminé. Parce qu'en faisant ça, il fait même presque croire à ses coéquipiers que c'était la dernière action et que c'est terminé. Et c'est la grosse erreur de Marseille. Parce que Marseille, très souvent dans ces matchs-là, on a vraiment l'impression que c'était la dernière occasion. Souvenez-vous, Aubameyang qui tergiverse devant au Trophée des Champions. S'il avait envoyé la balle au-dessus du stade, c'était terminé. Donc en fait, ils ont ce chic de penser que le match est terminé. Et on le voit dans les attitudes, alors qu'il reste encore du temps jusqu'au bout du bout. Donc c'est assez grave. Ah oui, c'est très très grave. Et je pense qu'honnêtement, c'est le premier axe de progression pour le prochain entraîneur, c'est de laver les têtes pour que ces joueurs-là ne soient pas dans l'excès, dans un sens ou dans un autre, dans ce temps additionnel. Merci Romain. C'est pour toi. Merci à Baptiste et à Arthur.